tous et merci pour l'attention que vous allez accorder à ce numéro de santé pluriel qui aujourd'hui reçoit deux dames. Elles sont toutes deux médecins et avec elles, nous allons parler de l'endométriose, une maladie qui touche des femmes, mais encore très peu connue du public. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette maladie et aussi sensibiliser à l'endométriose. Donc sur ce plateau, nous avons le docteur Charlotte Ndandou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, et c'est avec vous que nous allons nous entretenir autour de l'endométriose également. Le docteur Mireille Imbamba. Voilà, vous êtes là pour nous parler d'une campagne qui est en cours. Docteur Charlotte, c'est une maladie très peu connue. Ça sera peut-être une première pour certaines personnes d'entendre même parler de l'endométriose. Quel contenu on peut mettre sur cette maladie ou ce nom d'endométriose? D'accord, merci beaucoup madame. Sincèrement, je dois beaucoup vous remercier pour nous avoir invités sur ce plateau pour pouvoir parler de cette maladie, une maladie qui existe réellement, mais qui est méconnue, et par certains médecins et par le grand public. Cette maladie, au fait, c'est une maladie dont même nous-mêmes médecins, nous ne connaissons pas exactement son origine. Mais une maladie qui existe, qui atteint environ une femme sur 10. Et c'est souvent les femmes en âge de procréer, les femmes dont l'âge varie entre 15 et 50 ans. Une maladie méconnue, ce qui fait que cette maladie aussi est très mal diagnostiquée parce qu'elle est méconnue par les médecins et par les grands publics. Et ce qui fait que même sa découverte est vraiment tardive. Les personnes peuvent présenter les premiers signes, mais pour qu'on découvre la maladie, ça peut prendre 5 à 10 ans pour qu'on découvre que c'est l'endométriose. Et entre-temps, la maladie évolue. Et c'est une maladie inflammatoire qui entraîne beaucoup de douleurs et qui peut être à base aussi de l'infertilité chez la femme. Et cette maladie altère aussi la qualité de la vie de la femme. À cause de la douleur qu'elle entraîne, ça peut même rendre la femme invalide. Ça peut faire marginaliser la femme parce que quand la femme a des douleurs, a des règles, elle a des fortes douleurs. Et parfois, elle saigne beaucoup. Et il y a des gens qui croient qu'elle exagère, alors qu'elle n'exagère pas. Elle a mal, elle a vraiment mal. Ce qui fait que cette maladie fait que le rendement de la femme aussi diminue. Il y a même des femmes qui ont perdu leur emploi à cause de la douleur, à cause de ces saignements. Et même à l'extrême, il y en a qui ont perdu leur mariage. Parce qu'il y a des maris qui ne supportent pas. Imaginez-vous même quand elle a des rapports, quand elle doit faire des rapports sexuels, elle a mal. Elle ne peut pas travailler. Et il y a des maris qui ne peuvent pas accompagner leurs femmes, qui sont allés même jusqu'à des divorces. Donc excusez-moi docteur, je vais juste comprendre, quand vous parlez des douleurs, c'est à quel niveau? Là vous venez de mentionner des règles, on peut comprendre que c'est des douleurs au bas-ventre? Oui, des douleurs, on va en parler. Hein, parce que les douleurs que donne cette maladie, ce sont des douleurs, des fortes douleurs. Oui. On va en parler. On va parler de la douleur de cette maladie parce que c'est très très important qu'on parle de la douleur. D'accord. Alors, mais finalement, cette maladie, il faut que ça sorte de l'ombre. Il y a beaucoup de maladies gynécologiques. On parle de myome, on parle de ménopause, on parle de tout, mais parfois on oublie cette maladie, l'endométriose. C'est une maladie qui existe, l'endométriose. Ok. Alors, au fait, c'est quoi l'endométriose? Parce qu'il faudrait qu'on sache c'est quoi l'endométriose. Et pour bien comprendre cette maladie, bien comprendre l'endométriose, il faut d'abord savoir c'est quoi l'endomètre, parce que c'est de là que part la maladie. Alors, si nous prenons la matrice de la femme, la matrice de la femme a 3 couches. Il y a une première couche qui est la séreuse, que nous appelons la séreuse. Il y a une deuxième couche, la couche moyenne, qui est les myomètres, donc la musculeuse. Et il y a la troisième couche, la couche interne de la matrice, c'est ça qu'on appelle l'endomètre.
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette couche? Au cours du cycle menstruel, cette couche, sous l'influence des hormones, s'épaissit, donc ça devient gros. Et c'est là pour recevoir une grossesse. Mais s'il s'avère que, au cours du cycle, il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas eu grossesse, cette couche qui ne sert plus à rien commence à s'éliminer. Et quand ça s'élimine, ça donne ce que nous appelons les règles. Alors, quand cette couche s'élimine, normalement, ça doit s'évacuer par les voies génitales, par la voie normale. Oui. Mais il peut se faire que les menstruations fassent reflux. Ça reflue par les trompes et ça tombe dans la cavité abdominale, donc dans les ventres. Et quand ça reflue comme ça reflue avec quelques tissus de cette couche-là, de l'endomètre. Et ces tissus-là, ça se place sur d'autres organes et ça crée ce que nous appelons endométriose. Okay. Donc, en bref, l'endométriose, c'est la présence en situation ectopique, donc en dehors de la cavité de la matrice, d'un tissu qui est semblable au tissu endométrial normal. Et ces tissus endométriaux, là où ça se place, nous verrons aussi les différentes localisations de ces couches, de ces tissus. Là où ça se place, ça se comporte exactement comme l'endomètre normal. Ce qui signifie quoi? Pendant les règles, quand la personne saigne, les tissus d'endomètre qui se trouvent à des endroits différents, ça se met aussi à saigner. Parce que ça se comporte exactement comme l'endomètre normal. Parce que ça subit aussi l'influence hormonale, comme l'endomètre normal. Wow. Donc ça se met à saigner à des endroits où ça se trouve, ce qui fait que ça peut créer des adhérences, donc ça peut faire que les organes s'accolent, et ces adhérences-là sont à l'origine de la douleur. Et ça peut être aussi à l'origine de l'infertilité. Voilà un peu ce que c'est cette maladie que nous appelons endométriose. Wow. C'est assez compliqué. Et donc, tardivement diagnostiqué, vous l'avez dit. Est-ce que ça se manifeste visiblement par des signes? Qu'est-ce qui peut alerter une femme ou même un médecin à soupçonner peut-être l'endométriose pendant qu'on en parle? Merci beaucoup pour la question, parce que là, le nœud du problème, hein? Oui. D'abord, il faut savoir que la maladie existe, et puis il faut savoir quels sont les signes d'alerte. Qu'est-ce qui peut vous dire que ça, c'est l'endométriose? Déjà, quand vous recevez une femme, l'interrogatoire seulement, c'est que nous appelons l'anamnèse. Donc, l'interrogatoire seulement peut déjà vous mettre la piste à l'oreille qu'il s'agit de l'endométriose. Donc, quand vous recevez une femme, il faut bien l'écouter quand elle présente ses plaintes. Donc, il faut bien l'écouter. Vous pouvez discerner qu'il s'agit de l'endométriose. C'est une étape très importante pour le médecin, oui, l'accueil de la patiente. L'accueil, l'écoute. Donc, il faut avoir du temps. Pour ces femmes-là qui ont des douleurs, pour bien diagnostiquer l'endométriose avec l'interrogatoire, il faut avoir le temps. Donc, il faut l'écouter. Elle-même, d'ailleurs, elle peut déjà vous guider. Elle peut vous dire que j'étais chez tel médecin, il m'avait dit, il y avait ça, j'avais des taches, j'avais ceci. Ça peut déjà vous orienter vers l'endométriose. Alors, les signes qui peuvent vous dire que c'est l'endométriose, en fait, les signes, il y en a beaucoup. Parce que nous avons dit, cette maladie, ça peut se mettre dans différents organes. Ce qui fait que les signes, les symptômes, il y en a beaucoup. Mais il y a deux symptômes qui sont les symptômes majeurs, que nous appelons les symptômes majeurs. Et ces symptômes majeurs, c'est la douleur et puis l'infertilité. Souvent d'ailleurs, il y a des femmes qui viennent pour infertilité, mais au cours des investigations pour l'infertilité, on découvre que cette femme a l'endométriose. Donc les deux grands symptômes de cette maladie, c'est la douleur et puis c'est l'infertilité. Alors, en ce qui concerne la douleur, parce que c'est là le nœud du problème, la douleur, il ne faut vraiment pas laisser la femme beaucoup souffrir de cette douleur. Quand vous laissez la femme souffrir de la douleur, finalement, elle risque de ne plus se soulager de sa douleur. Parce que la douleur, elle aura tout le temps mal, et cette douleur va entrer dans son cerveau. Quelque part, ça risque de devenir comme une douleur fantôme.
même quand elle n'a pas de douleur, elle a mal. Quand elle a ses règles, elle sait que j'aurai des douleurs. Elle a déjà mal, même si elle n'a pas encore de douleurs. Mais malheureusement, comme cette maladie, le diagnostic est tardif, souvent la femme souffre pendant très très longtemps. Et les douleurs, est-ce que ça commence dès qu'une fille ou une femme commence à avoir ses règles? Voilà, la douleur, nous la définissons en 5 D. Hein? Les premiers D, ce sont les dysménorrhées, donc les douleurs pendant les règles. D'accord. Alors, en général, ces douleurs, ça survient quelques temps après les premières règles. Mais on a vu des filles qui, dès les premières règles, ont commencé à avoir des douleurs. Alors, la caractéristique de cette douleur pendant les règles, c'est une douleur qui est progressive. Au fur et à mesure, au fil du temps, la douleur évolue et ça devient intense. Ok. Et c'est une douleur qui est invalidante. Et il y a même des filles qui sont taxées de paresseuses. Parce que quand elle a mal, elle ne peut pas travailler. Oui. Et les gens croient qu'elle est en train de simuler alors qu'elle a réellement mal. Elle a mal. Elle a ça vraiment vous paralyse, ça vous Oui, bloque. ça vous paralyse, Oui. ça vous bloque, vous ne pouvez pas travailler. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Parfois même les membres de famille, parfois les maris ne comprennent pas alors que la personne a vraiment des douleurs. Ça, c'est les On premiers. pense à des caprices. On pense à des caprices, on se dit mais qu'est-ce qu'elle croit? Toutes les femmes ont les règles, mais elle c'est particulier, ces règles sont particulières, c'est pas comme toutes les autres femmes. Ok. Alors en dehors des dysménorrhées, nous avons des dysparénies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc c'est cette femme qui, pendant les rapports sexuels, elle a mal. Elle ne peut pas supporter les rapports sexuels. C'est dur ça. Ce qui fait que il y a des femmes chez qui ça a amené des discontents dans les couples et il y a même des femmes qui ont perdu leur mariage. Oui. Alors le troisième D, c'est ce que nous appelons en termes techniques, termes médicaux, dyskinésie. Donc les douleurs pendant que la personne va faire les selles. Imaginez-vous quand tu vas faire les selles, tu as mal. Donc le fait d'avoir seulement envie d'aller à selle, tu as déjà peur parce que tu as mal pendant les règles. Et ces signes-là, c'est toujours souvent pendant les règles. Hein? Alors, le quatrième D, c'est les douleurs pelviennes chroniques. Donc, les femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, nous appelons les algies pelviennes chroniques, des douleurs au bas-ventre, de façon chronique, surtout quand elle a les règles. Et le dernier D, c'est la dysurie. Donc, quand elle va faire pipi, elle a aussi mal. Et souvent, cette dysurie s'accompagne avec des sangs dans les urines. On peut voir les sangs dans les urines pendant que la personne a des règles. Donc ça, c'est la description de la douleur chez cette femme qui a l'endométriose. Et en dehors de ça, on a aussi l'infertilité, comme nous l'avons dit. Et justement, j'allais demander, ces douleurs telles que vous les avez décrites, ça peut justement mal orienter même un médecin qui vous reçoit. Ça peut mal orienter les médecins, surtout si le médecin n'a pas bien écouté sa patiente. Ça peut orienter. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand les femmes viennent avec ces douleurs-là, on pense à d'autres choses qu'à l'endométriose. On peut penser à une infection urinaire. On pense à beaucoup d'autres choses, mais pas à l'endométriose. Pas à l'endométriose. Alors que l'endométriose, ça donne des douleurs comme ça. Alors, en dehors des douleurs, on a aussi des femmes qui ont des troubles des règles, des femmes qui saignent beaucoup. Surtout quand ils ont ce que nous appelons adénomiose, dont l'endométriose interne. Ces femmes-là saignent beaucoup pendant les règles. Et selon la localisation, on peut avoir aussi d'autres signes. Par exemple, quand la personne a les règles, si elle a l'endométriose au niveau des yeux, par exemple, elle peut saigner au niveau des yeux. On voit les sangs couler au niveau de l'œil. Pendant qu'elle a les règles. La personne peut saigner au niveau de l'ombilic. Si la localisation est au niveau de l'ombilic, pendant qu'elle a les règles, vous voyez la personne saigner au niveau de l'ombilic. Et là, ça fait mal aussi. Ça fait mal. Elle a des douleurs, elle saigne comme ça. Et si ça se trouve au niveau des poumons, parce qu'on a vu les localisations aussi au niveau des poumons. C'est vrai que c'est rare, mais il y en a. Mais les gens ont confondu au fait les signes. Une personne qui suffoque, pendant qu'elle a les règles, elle a des dyspnées, elle a des gènes respiratoires, elle suffoque. Parfois, elle crache même du sang elle crache du sang pendant les règles. Et ça doit vous mettre la piste à l'oreille.
Quand une personne crache comme ça du sang pendant les règles, il faut rechercher aussi l'endométriose. Donc il y a comme ça beaucoup de signes par rapport à la localisation. Et il y a même des femmes qui, au niveau des cicatrices des césariennes, parce que ça peut se localiser aussi là-bas, elle a mal. Hein, pendant qu'elle a ses règles. Donc, les signes, au fait, il y en a nombreux selon la localisation de la maladie, mais les deux grands symptômes, comme nous l'avons dit, c'est beaucoup plus la douleur et l'infertilité. Mais alors, est-ce que toutes les douleurs ou toutes les règles douloureuses renvoient à l'endométriose? Pas forcément. Pas forcément. Toute dysménorrhée ou toute douleur pendant les rapports sexuels, pendant les règles, ne signifie pas tout simplement... Ou même pendant les rapports sexuels. Ou même pendant les rapports sexuels, ça ne signifie pas forcément endométriose, hein, parce qu'on a beaucoup d'autres maladies qui peuvent donner des douleurs. Et il y a même des filles qui ont des douleurs pendant les règles, mais qui on ne trouve pas la cause. Donc, toute douleur pendant les règles ne signifie pas endométriose. Mais quand vous avez des douleurs comme ça pendant les règles, il faut rechercher l'endométriose. Et surtout, les douleurs de l'endométriose pendant les règles ont une certaine caractéristique. Hein, et c'est facile de savoir que ça, c'est l'endométriose. Et est-ce que c'est aussi facile de détecter ou de dépister l'endométriose, docteur? Oui, actuellement, nous avons des moyens pour détecter l'endométriose, pourvu qu'on y pense. Quand vous pensez à l'endométriose, vous allez orienter vos examens vers la recherche de l'endométriose. Déjà, comme je vous ai dit, l'anamnèse, ça peut vous aider. L'échographie, une échographie bien faite par des mains expertes. Et surtout, vous les demandeurs, quand vous avez marqué sur votre recherche de l'endométriose, la personne qui fait l'échographie va rechercher l'endométriose. Seulement l'échographie que nous faisons là, on peut déjà avoir le diagnostic de l'endométriose. On peut aller plus loin. Actuellement, il y a l'IRM qu'on peut faire partout. L'IRM, ça a même une bonne sensibilité. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher que l'échographie, mais c'est beaucoup plus sensible. Ça peut vous donner facilement le diagnostic de l'endométriose. Alors actuellement, avec l'endoscopie, la laparoscopie, l'hystéroscopie, tout ça, ça peut vous aider à faire le diagnostic de l'endométriose. C'est facile. Et c'est des technologies qui sont de plus en plus en développement quand même dans le pays. Quand même. Et nous avons des endroits où nous pouvons faire ces examens et détecter l'endométriose. Franchement, actuellement, facilement, si nous pensons à l'endométriose, si les médecins pensent à l'endométriose, facilement on peut la détecter avec les examens. Et pour que le médecin y pense, ça serait aussi peut-être facile, ça serait peut-être mieux de l'inscrire déjà dans les cursus de formation de médecin. Non, mais il y en a dans les cursus de formation. On parle de l'endométriose. C'est une maladie qui existe depuis. C'est une maladie pour laquelle, en fait, ça se trouve déjà dans les cursus des médecins. À l'université, on parle de l'endométriose. Au fait, les gens savent que l'endométriose est là. Mais seulement, c'est resté dans l'ombre. D'accord. C'est resté dans l'ombre. On y pense peu. C'est resté même une maladie silencieuse, même pour la femme. Même pour la femme. Et quand c'est resté silencieuse comme ça, pendant que on n'y pense pas, la maladie évolue. Parce que les lésions de cette maladie, ce sont des lésions progressives. Ça évolue de façon progressive. Et il y a des femmes chez qui même, il n'y a aucun symptôme. Il y a des femmes chez qui même, les femmes qui ont eu des enfants, 1, 2, 3 enfants, qui n'ont pas eu de douleur, mais qui ont aussi l'endométriose. Et pendant ce temps, la maladie évolue. Et la douleur, là, parfois on dit, il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité de la douleur et les lésions anatomiques. Parce que vous pouvez avoir des femmes qui n'ont aucune douleur, qui ne se plaignent pas. Mais quand vous entrez dedans, vous trouvez des lésions carabinées de l'endométriose. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si on ne se plaint pas, si on n'a pas de douleurs? Ces lésions-là, ça aura quel impact dans la les lésions, comme je l'ai dit, c'est progressif, non? Ça évolue. Ça peut entraîner des adhérences.
ça peut entraîner à la longue des douleurs. Ah oui. Et il y a des femmes même qui ont eu ce que nous appelons l'occlusion intestinale, hein, parce que ça peut collaber les intestins, amener jusqu'à l'occlusion intestinale, amener à ce qu'on opère la femme. Et ce qui fait que cette maladie, c'est une maladie, si on peut dire une maladie mystérieuse, énigmatique comme nous l'appelons. On ne connaît même pas la cause. Vous pouvez avoir des femmes qui ont de fortes douleurs, qui vous pleurent des douleurs. Mais quand vous entrez avec la laparoscopie dedans, vous ne trouvez que des très petits points d'endométriose. Donc, pas une endométriose carabinée, mais la femme a beaucoup de douleurs. Mais ça fait très mal. À l'inverse des femmes qui n'ont pas de douleurs, qui ont même eu des enfants, mais quand vous entrez dedans, vous trouvez une endométriose carabinée. Et ça déroute un peu. Ça déroute et ça fait progresser. Ça fait progresser la maladie. Donc c'est ça un peu l'énigme. Et donc l'idéal c'est de détecter le problème tôt et de commencer déjà la prise en charge, n'est-ce pas? Commencer la prise en charge, détecter les problèmes. Avant de détecter, il faut penser à ça. Déjà à ça. Donc, il faut penser à l'endométriose, la chercher et puis la soigner. Alors, donc ça se soigne l'endométriose? Oui. Il y a un traitement que nous donnons pour l'endométriose. Mais il faudrait que ça soit clair. L'endométriose, c'est une maladie chronique. C'est un peu comme l'hypertension, c'est comme le diabète. Donc, c'est une maladie qui ne guérit pas. L'objectif du traitement, quand nous donnons le traitement, l'objectif, c'est quoi? C'est soulager la personne, donc éliminer la douleur. L'objectif, c'est aller enlever ces îlots d'endomètre, hein, là où ça se trouve, donc faire la chirurgie, enlever ça, pour permettre à la personne d'avoir une bonne qualité de vie, donc diminuer la douleur, et pourquoi pas permettre à la personne d'avoir des enfants. Et l'objectif encore, c'est pouvoir donner, nous donnons parfois les hormones, hein, pour pouvoir couper les règles, parce que c'est une maladie qui est souvent en rapport avec les règles. Donc l'objectif, c'est couper les règles pendant un moment, bien sûr. On ne peut pas couper les règles, surtout chez les femmes qui désirent concevoir. C'est juste couper les règles momentanément pour permettre à la femme d'avoir quand même une bonne qualité de vie. Parce que c'est une maladie, je vous dis, il faut être en face d'une femme qui a des douleurs de l'endométriose. Vous allez vous rendre compte de quoi cette maladie est capable, qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de la femme. Nous avons discuté avec une femme justement au cours d'une conférence donnée par le professeur Emmanuel Zhao. La dame, malheureusement, elle n'a pas voulu être vue à la télé. Hein. C'est pour des raisons un peu d'intimité. Voilà, c'est une maladie... Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie honteuse? Non. Honteuse, non. Au fait, il faudrait qu'on enlève dans la tête de certaines femmes que c'est une maladie honteuse. Non. Voilà, et éliminer la stigmatisation, justement. L'endométriose, ce n'est pas une maladie honteuse. Le fait d'avoir les règles, de saigner abondamment, c'est vrai, par mégarde, on peut acheter ses habits. Hein, et c'est ce qui fait que parfois certaines femmes ont honte. Parce que quand elles saignent beaucoup, elle est assise, elle se lève, l'habit est mouillé, tacheté. À ce moment-là, elle peut avoir honte. Mais d'une façon générale, l'endométriose ne doit pas être considérée comme une maladie honteuse. C'est ce qui bloque d'ailleurs certaines femmes. Hein, elles croient que c'est une maladie honteuse. Elles ne veulent pas. Quand elle a ça, elle n'en parle pas. Et on entoure la maladie d'un grand tabou. Oui, entre-temps, les lésions évoluent. Donc, il faudrait vraiment enlever dans la tête des femmes que l'endométriose, c'est une maladie honteuse. Ce n'est pas une maladie honteuse. Voilà, et c'est très important aussi que l'environnement de la patiente soit au courant pour accompagner. Pour accompagner, oui. C'est très important. Parce qu'il y a un aspect psychologique très, très important dans cette maladie. Parce que quand la douleur, par exemple, devient une douleur fantôme, donc là, il faudrait que les psychologues entrent aussi en jeu. Parce qu'il faut soulager, il faut psychologiquement soigner cette femme. Donc, elle a l'impression qu'elle a mal, même si en réalité elle n'a plus mal. Oui, c'est comme un peu les personnes qui ont des douleurs au niveau des membres. On ampute les membres, donc on enlève les membres malades.
Mais même si on a amputé, la personne a toujours l'impression d'avoir la douleur. Ah oui. Donc ça devient une douleur fantôme. C'est exactement avec l'endométriose. Il y a certaines femmes chez qui la douleur devient fantôme. Ah oui. Alors à ce moment-là, ça devient compliqué. Et donc, Très compliqué. comme vous l'avez dit, il faut un accompagnement Il faut un psychologique. accompagnement psychologique, la famille, les maris. Ah oui. Donc, nous devons accompagner ces femmes C'est qui ont important. l'endométriose. Ah oui. Elles ont vraiment besoin de nous. Ah Il oui. faut qu'on les accompagne. Vous avez dit, docteur Charlotte, que la cause de l'endométriose n'est pas vraiment connue. Mais est-ce qu'il y a quand même des facteurs qui pourraient prédisposer certaines femmes à en souffrir? Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. La cause, réellement, elle n'est pas connue. Mais il y a certaines théories qui tentent d'expliquer cette maladie. Et même toutes ces théories-là n'expliquent pas vraiment l'origine de la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de localisations de la maladie. Telle ou telle autre théorie ne peut pas expliquer une localisation quelconque. On ne va pas trop entrer dans les détails, dans les théories, parce que c'est vraiment compliqué. Mais il y a quand même des facteurs de risque. Des facteurs que les femmes peuvent éviter, les facteurs qui peuvent faire que telle ou telle autre femme développe la maladie, dont l'endométriose. Alors, parmi ces facteurs, quels sont ces facteurs? Nous avons d'abord l'âge. Nous avons dit que l'endométriose, c'est une maladie qui arrive à l'âge de procréer, donc entre 15 et 50 ans. Alors, pendant cette tranche d'âge-là, la personne peut facilement faire l'endométriose. Mais on note aussi qu'après la ménopause, la maladie diminue. Parce qu'à ce moment-là, en fait, On ne fait plus de règles. on ne fait plus de règles, sauf pour les personnes qui ont contracté la maladie bien avant. À ce moment-là, on peut avoir quand même quelques manifestations, mais c'est quand même rare pendant l'endométriose. Alors, le deuxième facteur, c'est l'hérédité, la génétique. On a trouvé qu'il y avait une composante importante de l'hérédité dans l'endométriose. Quand vous avez une maman qui a fait l'endométriose, donc au premier degré, facilement les enfants peuvent faire aussi l'endométriose. Quand vous avez une sœur qui a fait l'endométriose, vous pouvez faire aussi l'endométriose. Alors, on a aussi certaines maladies gynécologiques, par exemple les malformations congénitales, les anomalies congénitales, les anomalies obstructives qui font que les règles ne coulent pas comme il faut. Par exemple, les femmes qui ont des obstructions au niveau du col de la matrice, qui ne permettent pas les règles de bien couler. Ces femmes-là peuvent faire l'endométriose par le fait que le sang peut refluer dans la cavité abdominale. Alors, les femmes qui font aussi les infections pelviennes, l'inflammation, parce que ça, c'est une maladie inflammatoire. L'inflammation peut être à la base de l'endométriose. Alors, les femmes aussi qui ont des dysfonctionnements des ovaires, nous parlons des ovaires, par exemple, micropolykystiques, ces femmes-là sont aussi à risque. C'est vrai que dans les ovaires micropolykystiques, il y a des périodes où on n'a pas de règles. Il y a beaucoup de kystes dans Oui, les des petits kystes au niveau des ovaires par dysfonctionnement. Ces femmes-là, c'est vrai qu'elles ont des périodes où elles n'ont pas les règles. Mais ces femmes-là sécrètent beaucoup d'estrogènes. Parce que cette maladie, c'est une maladie qui est liée aussi à une sécrétion importante des estrogènes. Donc ces femmes-là qui font ces ovaires-là micropolykystiques ont beaucoup de chances aussi de pouvoir développer l'endométriose. Alors, les femmes qui ont les cycles menstruels courts, inférieurs à 28 jours par exemple, ces femmes-là aussi sont à risque. Alors, les filles qui ont été longtemps, donc les femmes qui ont été longtemps exposées aux estrogènes, donc je parle des filles qui ont eu la ménopause, la puberté précoce, donc qui ont eu leurs règles avant l'âge de 12 ans. Ce sont des filles qui sont longtemps exposées aux estrogènes. Ces filles-là peuvent faire aussi l'endométriose. Alors, les femmes qui ont eu aussi leur ménopause tardive, après l'âge de 55 ans, ces femmes-là ont une activité génitale aussi un peu plus prolongée que les autres femmes. Elles peuvent faire aussi l'endométriose. Donc, il y a comme ça des facteurs de risque. Alors, on dit que les femmes qui ont accouché aussi peu, qui n'ont pas beaucoup accouché,
peuvent faire aussi l'endométriose. Et il faut accoucher... Là, il faut faire très attention. Oui. Il faut avoir le discernement. Oui. Parce que trop accoucher, c'est pas aussi, bon. C'est un problème. Pas accoucher, ce n'est pas non plus bon. Le fait de ne pas accoucher, au fait, ça ne dépend pas de nous. Hein. Oui. Ça ne dépend pas de la femme. Le corps a aussi ses contraintes qu'il faut respecter. Alors, il y a aussi les facteurs comportementaux qui peuvent être à base du développement de cette maladie. Les personnes qui prennent beaucoup d'alcool, les personnes qui prennent beaucoup de café, les personnes qui prennent les aliments qui sont beaucoup riches en graisse peuvent développer l'endométriose. Et puis, il faudrait que les filles fassent attention. Les filles qui ont l'habitude de mettre, pendant les règles, mettre des tampons dedans. Au lieu de laisser les règles couler, elles prennent les tampons, elles introduisent dedans pour empêcher les règles de couler. Elles peuvent faire des reflux. Donc, c'est un grand facteur de risque du développement de cette maladie. Alors, les facteurs environnementaux aussi comptent beaucoup. Ce que nous appelons les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les insecticides, tous les engrais chimiques que les mamans utilisent pour les mamans maraîchères. Tout ça, ça constitue, les plastifiants, les histoires en plastique, ça constitue des facteurs de risque parce que ça perturbe la sécrétion des estrogènes. Et les plastifiants, dans quel sens? Les plastiques qu'on utilise là. Quand vous utilisez les assiettes, par exemple, en plastique. Et que c'est abîmé, il faut jeter. D'accord. Et aujourd'hui, ça c'est vraiment partout, surtout à Kinshasa, on consomme de boissons sucrées contenues dans des bouteilles en plastique et ce sont des bouteilles qui sont exposées au soleil à longueur de journée. Est-ce que c'est un risque peut-être, pas nécessairement pour l'endométriose, mais pour d'autres problèmes? Pour beaucoup d'autres maladies, d'ailleurs, on cite ça, parce qu'on les appelle des perturbateurs endocriniens. Ça perturbe au fait la fonction endocrinienne. Ça peut exposer à beaucoup d'autres maladies, en dehors même de l'endométriose. Même de l'eau que nous buvons dans des bouteilles en plastique tous les jours. Au fait, les plastifiants, tous les plastifiants sont des facteurs de risque, constituent des facteurs de risque de cette maladie. Voilà un peu quelques facteurs qui peuvent exposer la femme à faire l'endométriose. Et il y en a beaucoup que vous avez cités et on voit vraiment la part de la personne elle-même. C'est vrai que c'est une maladie qu'on n'explique pas vraiment, on n'a pas beaucoup d'éléments d'explication sur la cause de la maladie, mais il y a quand même des facteurs et ces facteurs peuvent nous aider à éviter à un certain degré cette maladie. Alors, docteur Charlotte, qu'en est-il du traitement? Vous avez dit que le traitement est aujourd'hui disponible avec toutes ces technologies qu'on a de plus en plus dans le pays. Mais est-ce que ce traitement est à la portée de toute femme qui arrive et chez qui on détecte l'endométriose? Bon, c'est vrai que la prise en charge de l'endométriose, même partout dans le monde, la prise en charge c'est une maladie qui coûte cher. Sa prise en charge coûte cher quand même. Si nous prenons par exemple, je prends un exemple des États-Unis, par an, la prise en charge peut aller dans les 12 000 et quelques dollars par femme. Là, je parle des États-Unis. C'est beaucoup. Ici, chez nous. Mais là-bas, ça peut être pris en charge. Ça peut être pris en charge. Si nous prenons par exemple, parce que la prise en charge, elle est médicale et puis chirurgicale. Médicale, ça signifie qu'on peut utiliser les médicaments dans un premier temps. Et si ça échoue, on peut passer à la chirurgie. Alors, dans la prise en charge médicale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments que nous utilisons. D'abord, pour la douleur, on peut donner des antidouleurs. Alors, pour arrêter les règles, parce que nous avons dit que c'est une maladie qui est en rapport avec les règles. Dans la prise en charge médicale, parfois, nous donnons des médicaments pour pouvoir arrêter les règles. Ce sont des médicaments qui coûtent cher. Par exemple, si nous pouvons prendre une seule ampoule de décapeptides, ce sont des médicaments que nous donnons. Une ampoule coûte dans les 200-250 $. Une seule ampoule. Et là, il faut apprendre... Alors, s'il faut donner par exemple 2, parce que nous soignons parfois pendant 6 mois, s'il faut donner 2 ampoules, ça vous fait déjà 500 $. 500 $. C'est pas à la portée de tout le monde. Et le traitement, peut-être que ça peut aller au-delà de 6 mois. Si on arrive à la chirurgie de l'endométriose, c'est une chirurgie qui coûte cher. Il faut qu'on se le dise.
Et la meilleure chirurgie de l'endométriose, c'est la chirurgie laparoscopique. C'est que les gens appellent communément laser. Au fait, c'est la chirurgie laparoscopique, c'est la meilleure chirurgie de l'endométriose. Donc, en fait, la prise en charge, d'une façon générale, coûte cher quand même. Donc, cette maladie mérite vraiment, il faut qu'on en parle. Attention. Il faut une attention particulière. Il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte pour pouvoir sortir cette maladie de l'ombre, la soigner un peu plus tôt. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir arriver à pouvoir aider les femmes qui souffrent de l'endométriose. Tout le monde, a commencé par le premier responsable de la santé, bien sûr le gouvernement, qui doit vraiment se pencher sur cette maladie. Docteur Mireille, je me tourne vers vous. Nous sommes au mois de mars, le mois dit de la femme. On pense à la femme, on pense à sa santé, on pense à son bien-être. Et si je vous ai fait venir, c'est parce que c'est pour une campagne que vous avez lancée, vous, c'est le HG Hospital, en faveur de femmes. Pour le check-up, en fait, vous facilitez le check-up, n'est-ce pas? Et est-ce que cette maladie endométriose est comprise dans le paquet des examens qui sont proposés? Merci beaucoup, Madame Bibiche, pour nous avoir reçus. Effectivement, HG Hospital lance une campagne où on fait les check-up pour le dépistage de toutes maladies de la femme. Pour ça, tu m'as posé la question de savoir si l'endométriose peut être aussi dépistée dans ces check-up. Effectivement, oui. Parce que nous avons l'échographie, le docteur Ndando venait de parler. L'échographie nous amène aussi à diagnostiquer la maladie. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je voulais juste parler de ça, parce que l'échographie, quand nous avons parlé des diagnostics, après l'interrogatoire vient l'échographie. Parce qu'avec seulement l'échographie, on peut diagnostiquer l'endométriose. Surtout actuellement, avec l'échographie que nous faisons, l'échographie endovaginale, on peut facilement diagnostiquer l'endométriose et ça se trouve dans les packages que HG Hospital a lancé. Voilà, et donc c'est vraiment pour faciliter la tâche aux femmes. Il y a quelles autres maladies ou qu'est-ce qui est compris en fait dans ces paquets? Voilà, dans ces paquets, nous avons fait exprès pour donner aux femmes l'opportunité de savoir le fonctionnement de leur corps. Parce que dernièrement, nombre de femmes ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment. La maladie évolue à bas bruit et demain, après-demain, il y a des maladies qui sortent qu'on ne sait pas. Et maintenant, là, effectivement, HG Hospital offre ces check-up. À moindre coût, je peux dire, par rapport aux examens normaux. Voilà. Il donne l'opportunité aux femmes de se faire dépister pour savoir quelle maladie peut venir, qu'ils ont peut-être et qui sont en train de développer sans les savoir. Oui, pendant ces check-up, on peut dépister les cancers des seins, les cancers du col utérin et d'autres maladies qu'on ne sait pas. Maladies cardiovasculaires. Parce qu'au fait, dans les packages, il y a environ 25 examens. Et dans les 25 examens, il y a ce qu'elle venait de dire. Il y a les maladies cardiovasculaires qui sont dedans. Il y a les maladies rénales qu'on peut aussi dépister parce qu'il y a le bilan rénal qui est là-dedans. Donc bref, c'est un package qui est vraiment élargi par rapport à ce que c'était avant. C'est vraiment élargi. Donc avec les prix qu'on a, en fait, c'est à moindre frais. Et ça va jusqu'à la fin du mois de mars? On a prolongé déjà. On va aller jusqu'au... Le 15 avril. Jusqu'au 15 avril. Oui, parce qu'on allait se limiter au 31 mars. On voit qu'il y a quand même des femmes, la sensibilisation est grande. Ils viennent se faire dépister, se faire les check-up pour savoir leur état. Alors on donne encore 2 semaines pour les femmes de continuer. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez donné aussi l'opportunité à quelques journalistes que nous sommes de venir faire le check-up. Chantal Kabasso a été là. Moi, je viendrai la semaine prochaine. Comme ça, je vais faire aussi mon check-up. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette opportunité.
Vous avez parlé on a parlé de l'endométriose. Cette année, la journée mondiale de l'endométriose tombe le 28 mars, donc c'est dans quelques jours. Et c'est une journée qui est justement organisée dans le but de sensibiliser à cette maladie, l'endométriose, très peu connue du grand public. Et comme le docteur l'a dit, même des médecins, parfois ils n'y pensent pas, lorsque des femmes viennent avec des plaintes qui peuvent justement amener ou conduire à soupçonner l'endométriose. À côté de mesdames ici qui favorisent les femmes justement pour leur santé du Alger Hospital, il y a le docteur Modia qui a lancé aussi une campagne de sensibilisation sur les cancers gynécologiques. On a juste un élément à vous proposer de 2 minutes, je pense. Il a parlé avec des femmes des entreprises pour sensibiliser au cancer de sein et au cancer du col de l'utérus. On regarde et puis on revient pour conclure cette émission. Voilà les cancers du col de l'utérus, cancer du sein, de vrais problèmes que rencontrent des femmes. Docteur Charlotte, vous reviendrez, j'espère prochainement, on va continuer à parler des maladies qui touchent des femmes. On termine là, je vais vous donner quelques secondes peut-être pour donner un conseil ou un mot pour clôturer. Mais il y a une question qui m'avait échappé. Est-ce qu'il y a quand même même peut-être faible pourcentage des hommes où on peut quand même parler de l'endométriose? C'est possible? Bonne question, oui. C'est vrai que c'est rare chez les hommes, mais on a quand même trouvé rarement les hommes qui ont fait aussi l'endométriose. Ok. Surtout les hommes qui ont, par exemple, le cancer des prostates, qui ont été soignés longtemps avec les estrogènes, parce que nous avons dit que l'endométriose, c'est une maladie liée aux estrogènes. On a quand même trouvé quelques hommes. Rares, c'est vrai, mais quand même. Comme on a trouvé quand même quelques hommes aussi qui ont avec des cancers de sein, très faible pourcentage, mais c'est possible. Voilà, oui, docteur Charlotte, merci. Merci à vous pour toutes les réponses, toutes les informations et la sensibilisation sur l'endométriose. On a pratiquement parcouru des questions qui intéresseraient le public, à moins que vous ayez un mot à ajouter. Sinon, on vous remercie vraiment d'être passé. Oui, les mots ajoutés, au fait, nous insistons sur... de façon internationale, il y a des forces qui se mettent ensemble pour parler de l'endométriose. Nous, ici en RDC aussi, vous avez cité le professeur Nzao, nous en RDC, il y a aussi des forces qui se réunissent en tout cas pour parler de l'endométriose. Quand nous avons l'occasion de parler de l'endométriose, nous le faisons parce que cette maladie doit sortir de l'ombre. Cette maladie existe. Cette maladie rend la femme invalide. Cette maladie crée beaucoup de dégâts dans la vie de la femme. Donc ça doit sortir de l'endométriose. Et pour sa prise en charge, en tout cas, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Quand une femme vous dit, pendant les règles, j'ai ça, pendant les règles, j'ai ça, il faut vraiment penser à l'endométriose, demander les examens pour pouvoir diagnostiquer cette maladie parce que aujourd'hui, facilement, nous pouvons détecter cette maladie, nous pouvons la diagnostiquer, nous pouvons la soigner pour pouvoir donner quand même une bonne qualité de la vie chez la femme qui souffre de l'endométriose. Docteur Charlotte Ndandou, merci. Docteur Mireille, merci. Et merci à vous également de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous pour un autre numéro de Santé Plurielle. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.